Dans cet environnement spatial, la Mauritanie joue un rôle très important et égard à son positionnement géographique. Et c'est un acteur important et privilégié dans ces grands ensembles régionaux. Entre 2007 et 2011, la Mauritanie a connu 9 attaques terroristes. De décembre 2011 à juillet 2024, le pays n'en a enregistré aucune. Un progrès significatif dû à 2 facteurs, notamment l'approche multidimensionnelle, combinant des mesures préventives et répressives, et la promotion du principe de concorde civile qui vise à encourager les milliers d'islamistes à renoncer au terrorisme et à réintégrer la société. Nous avons pu faire face à cette situation et la gérer de la meilleure façon possible grâce aux efforts de nos forces armées de sécurité, mais également grâce aux efforts qui ont été faits au niveau de la déradicalisation. Parce que nous avions des éléments mauritaniens qui étaient engagés dans cette entreprise malheureuse. Mais avec ces efforts de déradicalisation, je crois que nous avons pu contenir la situation. À noter que la Mauritanie est membre du dialogue méditerranéen de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, depuis 1995 et bénéficiaire depuis 2013 du programme OTAN du renforcement de la formation dans la défense. Vainqueur de l'élection présidentielle avec 56,12% de voix, l'ancien directeur de la Sûreté nationale et président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, a placé la sécurité nationale comme l'une des priorités de son second mandat. Au Niger, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a présenté un document qui se veut être sa vision de la refondation de l'État. Dans ce document intitulé « Ma vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère », le général Tiani met en avant sa détermination à ériger un État véritablement indépendant et prospère. Il souligne l'importance de renforcer la défense, promouvoir la bonne gouvernance et développer l'économie du pays. Cet axe premier s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à cette menace, la menace de terrorisme. Notre pays, dont l'économie repose essentiellement sur 2 mamelles, l'élevage et l'agriculture, appelle à se concentrer et à faire beaucoup plus d'actions dans ce domaine-là. La vision du général Abdourahmane Tiani pour la refondation du Niger repose sur 4 axes stratégiques. Il s'agit du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique, de l'accélération des réformes sociales. Les instructions sont données depuis des mois pour qu'on travaille à revoir d'abord le fonctionnement de notre administration, de mettre un accent particulier sur des questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires. Depuis le 26 juillet 2023, date du renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger cherche à se réinventer. Aujourd'hui, à la tête du pays, le général Abdourahmane Tiani ambitionne de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigérians, unis et solidaires, décident souverainement pour leur patrie et dans l'intérêt supérieur du peuple. À la suite de l'annonce du ministre nigérian de l'Agriculture, Aboubakar Kyari, de suspendre les droits, tarifs et taxes sur l'importation de maïs, des riz bruns décortiqués, de blé et de niébé aux frontières terrestres et maritimes du pays pour une durée de 150 jours, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, considère que cela pourrait détruire l'agriculture du pays. Le président de la BAD souligne notamment que cette politique pourrait compromettre tous les efforts et les investissements privés réalisés dans le secteur agricole du Nigeria. Le Nigeria ne peut pas compter sur l'importation de denrées alimentaires pour stabiliser les prix. Le Nigeria devrait produire davantage de denrées alimentaires pour stabiliser les prix tout en créant des emplois et en réduisant les dépenses en devises, ce qui contribuera à stabiliser davantage le Naira. Le Nigeria ne peut pas importer pour sortir de l'insécurité alimentaire. Le Nigeria ne doit pas devenir une nation dépendante des importations alimentaires.
Notons que l'Afrique dispose de 65% des terres arables non cultivées dans le monde, pouvant permettre de nourrir 9,5 milliards de personnes d'ici 2050 et représente près d'un tiers de plus de 780 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Le président de la Banque africaine de développement a déclaré que l'agriculture est essentielle à la diversification des économies et à la transformation des zones rurales où vit plus de 70% de la population africaine. Il a ainsi indiqué qu'à moins de transformer l'agriculture, l'Afrique ne pourra pas éradiquer la pauvreté. Les investisseurs dans le secteur alimentaire vont certainement connaître une période de friction, mais ces investisseurs étaient les grands responsables de l'inflation des 6 derniers mois. Et ces investisseurs, du fait de ces mesures momentanées, auront le temps pour nettoyer leurs usines, mais au moins quand ils vont repartir, ce sera sur des bases plus raisonnables et l'État aura un contrôle à court et à moyen terme sur la flambée des prix des produits alimentaires. Soulignons qu'au Nigeria, l'inflation alimentaire est estimée à 40,66% selon les données du Bureau national des statistiques. Avec cet allègement temporaire des tarifs et taxes sur l'importation, le gouvernement nigérian prévoit d'importer 500 000 tonnes de maïs et de blé pour approvisionner les petits transformateurs à travers le pays. Au Tchad, la flambée des prix des denrées de première nécessité devient de plus en plus inquiétante pour les ménages, surtout à l'approche de la saison de soudure. Les prix des céréales ont augmenté de plus de 100% sur les marchés, alors que la plupart des provinces sont sous l'urgence alimentaire, une situation qui aggrave la crise alimentaire à travers le pays. La population estime que cette flambée des prix est incompréhensible et appelle les autorités à agir face à ce phénomène dramatique. Les prix de céréales ont augmenté de manière inimaginable alors que nous ne sommes pas encore en période de soudure. Nous sommes dans une situation difficile et le silence des autorités nous inquiète. Le prix du riz de 100 kg est passé de 40 000 à 85 000 francs CFA et celui du maïs de 100 kg est passé de 22 000 à 45 000 francs CFA sur les marchés de la capitale. Les commerçants accusent les autorités communales de taxer des produits alimentaires et surtout les coûts exorbitants des transports liés au mauvais état des routes en saison pluvieuse. Ils appellent eux aussi les autorités à faciliter l'importation des céréales à partir des pays voisins. Avant cette période, nous achetons le sac de riz, par exemple, auprès des producteurs à 35 000 francs CFA. Mais cette année, même chez les agriculteurs, nous payons entre 55 000 à 60 000 francs CFA. C'est une situation inconfortable pour nous aussi. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas assez de céréales en vente ici. Selon les opérateurs économiques, l'importation de céréales à partir des pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria, devient de plus en plus compliqué à cause des mesures prises par les gouvernements de ces pays de suspendre provisoirement les exportations de céréales en cette période. Pour rappel, le Tchad est toujours sous l'urgence alimentaire depuis 2021. Au Kenya, la population ne décolère pas et les manifestations anti-gouvernementales ont repris. Dans le centre-ville de Nairobi, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants alors qu'ils réclament la démission du président Ruto. Certains militants plaident pour une prise en compte de leur voix. Je veux juste que ma voix soit entendue. Je veux que le président sache que nous n'acceptons pas ce qu'il fait. L'économie va mal et nous n'aimons pas cela. Ces rassemblements ont eu lieu malgré le retrait par le président kényan du projet de loi de finances controversé et le limogeage de son cabinet. C'est notre terre. Nous sommes en train de mourir ici. Soit nous obtenons justice ou nous mourrons ici. Et le minimum est que le président respecte ce que le peuple lui dit. Nous lui avons donné ce pouvoir, il est temps pour lui de se conformer à ce que nous lui disons. Dans le cas contraire, nous demandons au FMI de venir récupérer sa marionnette. Le Kenya a connu 3 semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le Parlement suite à l'adoption du projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Lors des manifestations, plus de 30 personnes ont perdu la vie.
200 policiers kenyans supplémentaires ont été déployés en Haïti. Ces agents se sont envolés pour le pays des Caraïbes dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies pour tenter de lutter contre la violence endémique des gangs. Le Kenya a déjà envoyé quelques 400 agents à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en juin. Le président kényan William Ruto avait alors pris la décision controversée d'envoyer quelques 1000 policiers pour aider à stabiliser le pays en proie à des troubles. Le chef d'État kényan tente simultanément de ramener le calme dans son propre pays où les manifestations antigouvernementales se multiplient. Le Kenya est à la tête d'une force qui devrait compter au total quelques 2500 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec la police nationale haïtienne. D'autres pays, principalement d'Afrique et des Caraïbes, contribuent également à la mission, qui est bénie mais non gérée par les Nations Unies.